merci à Abraham Béard d'avoir accepté notre invitation. Abraham est donc président d'une association très importante, puisqu'elle s'appelle Association des médecins français pour la prévention de la guerre nucléaire. Et cette association donc, de médecins français est affiliée à une association internationale de médecins pour la prévention de la guerre nucléaire. Donc en anglais, ça donne IPPNW. Et cette IPPNW est une association très ancienne qui était extrêmement active pendant la guerre froide, à tel point que on lui a été attribué un prix Nobel de la paix en 1985. Donc Abraham, je ne sais pas depuis combien d'années vous militez pour la prévention de la guerre nucléaire, mais vous allez nous dire ça et je vous laisse la parole sans plus tarder. Un mot sur qu'est-ce que les médecins viennent faire dans cette galère. Normalement, tous les citoyens sont concernés par la question du nucléaire, qu'il soit civil ou militaire. Qu'est-ce que les médecins, pourquoi ils se sont mobilisés, si vous voulez, au niveau international et en particulier en France? Pour une raison très simple, c'est que par rapport au péril que représente, si vous voulez, en particulier les armes nucléaires, il n'y a pas de réponse de soins. C'est-à-dire que quand la chose arrive, c'est pas la peine de compter sur le médecin, quel qu'il soit, pour la bonne raison qu'il est volatilisé avec les autres. Donc la seule issue possible, c'est de répondre par la prévention. Or la prévention, c'est pas un mot simplement, ça représente tout un travail qui touche tous les éléments. L'environnement, l'éducation, le mode de vie, les rapports sociaux. Oui, quand on dit prévention, ça déclenche tout cela. Et dans laquelle, forcément, il n'y a pas de prévention possible s'il n'y a pas une collaboration étroite avec tout le monde. Les médecins là-dedans ne pouvant en servir que simplement de catalyseurs. Mais c'est évidemment les gens qui prennent la décision. Et dans les grandes luttes préventives qui ont eu lieu, et il y en a d'autres, ben c'est comme ça que ça se passe. Par exemple, contre le sida, quand on n'avait aucun traitement, eh ben c'est la mobilisation générale des gens qui a fait qu'on a trouvé des solutions intermédiaires, et en particulier la solution du préservatif. Rien n'aurait été possible sans la mobilisation des gens. Simplement, il y a une offre qui est faite par le corps de santé, et puis après, les gens tranchent par eux-mêmes. Alors, le sujet que je voudrais aborder ce soir, c'est un sujet, si vous voulez, qui est relativement nouveau pour la santé publique. C'est la question de l'existence dans la planète, de plus en plus importante d'ailleurs, de zones radiocontaminées chroniques, c'est-à-dire dans laquelle vous avez en permanence une quantité supérieure, entre guillemets, aux normes qui sont fixées, et dans laquelle la population vit, travaille, prend les transports, si vous voulez, à l'intérieur de cette atmosphère dans laquelle il y a une présence de produits radioactifs permanente. Il se trouve que la première zone radiocontaminée au monde, c'est Arcueil, qui est située dans le Val-de-Marne. Et pourquoi cette zone est la plus vieille? C'est parce qu'elle était née par les travaux de Marie Curie, de Pierre et Marie Curie, qui entreposaient à Arcueil le minerai, si vous voulez, de l'uranium naturel, et faisaient des voyages incessants entre l'école normale sup et ce dépôt qui est à Arcueil, dans le Val-de-Marne. Et donc, comme le petit poussé, elle a semé comme ça de l'uranium et du radium sur tout son trajet. Et comme il y avait un endroit qui était contaminé, qui date donc, si vous voulez, du 19e siècle, hein, au moment où elle faisait ses travaux, dans le 20e siècle, on a eu l'idée de dire, puisque de toute façon c'est contaminé, on va en faire un laboratoire. Et donc on en a rajouté une couche, un peu plus. Voilà. Puis ça a continué comme ça, et en 2004, ça commence en 2004, mais ça se termine en 2006, eh bien, on a demandé à mon université s'appelle Pierre et Marie Curie, on lui a demandé de payer ce qu'il fallait pour décontaminer. Alors il y a eu une révolte de tous les collègues qui ont dit on n'y est pour rien. Bon, puis il y a eu un arrangement, donc la décontamination de cette zone est très récente.
Alors, peut-être un petit mot, si vous voulez, de quoi il s'agit. Alors, comme je vous l'ai dit, on appelle une radiocontamination chronique, c'est-à-dire longue au cours du temps, si vous avez une présence qui est moyenne, qui est forcément inhomogène. On en reviendra, si vous voulez, à la discussion, mais en tout cas, la présence moyenne de radionucléides qui sont supérieures aux normes, et dans des zones habitées. Il existe de par le monde des zones qui sont radiocontaminées, mais si vous voulez, du point de vue de la santé publique, elles sont en dehors du champ, puisqu'il n'y a plus d'habitants, puisque c'est une zone interdite. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses là-dedans, mais en principe, c'est une zone interdite. Et deuxièmement, c'est pour vous rappeler que santé publique, ce n'est pas la santé. La santé publique, si vous voulez, c'est l'impact dans une collectivité humaine de toutes les pathologies et aussi toutes les conséquences sur l'écosystème font partie de la santé publique. Si vous voulez, rentre dans ces travaux la question des aliments, la question du changement de mode de vie, des effets sur la psychologie collective et bien d'autres. Et donc, le point central, quand on est non pas en santé, mais en santé publique, c'est qu'on va déterminer, pour un toxique donné, ce qu'on appelle des groupes à risque. C'est-à-dire qu'on va isoler dans la population des gens, ça peut être à cause de l'âge, ça peut être à cause d'autres éléments, qui vont constituer ce qu'on appelle un groupe à risque. Et donc, c'est le travail central en santé publique, en général. Alors, qui est concerné par cette question de la radiocontamination chronique? Alors, si vous voulez, vous avez un exemple que vous connaissez tous, qui est l'accident de Tchernobyl, et dans laquelle la commission de l'ONU a compté que dans la zone même, ça concerne 5 millions de personnes. Ça ne veut pas dire que c'est 5 millions qui vivent dans la zone contaminée chronique, mais ça a concerné 5 millions de personnes et 100 millions en Europe. Et en particulier, une autre zone contaminée chronique après Tchernobyl, et qui a continué jusqu'à ces jours-ci, c'est en Norvège, pour une population d'Esquimaux qui s'appelle les Samis, parce qu'eux ont été contaminés à long terme. Le nuage a été jusque-là, il a contaminé le lichen et que les rennes continuent à garder, si vous voulez, le fond de radioactivité, en particulier de césium. Alors, en plus, si vous voulez, sont intervenus, alors tout ça sort, si vous voulez, il y a eu comme grande période pour créer ces zones radiocontaminées chroniques, les essais atomiques, les accidents nucléaires, et puis d'autres circonstances, si vous voulez, de ce type. Et donc, le problème qui mérite, je crois, un débat entre citoyens, c'est le fait que ces zones en question, non seulement ne diminuent pas, mais ne font qu'augmenter sur la planète. Alors, je voulais vous donner juste un exemple, qui est, si vous voulez, la mesure, là, vous voyez la radiocontamination qui est là, il s'agit du plutonium, dans une zone qui est notre pays, et qui est mesurée, si vous voulez, après Tchernobyl, en 2017, c'est-à-dire là, maintenant, et dans laquelle, vous voyez, ça va depuis enfin, il paraît que c'est comme ça qu'il faut faire pour y arriver, voilà. Ça va de la partie les plus foncées ici, avec de temps en temps des points noirs, vers la partie la plus claire qui est la Bretagne. Dans les parties foncées, ça peut monter à 40 000 becquerels par kilo, c'est-à-dire une dose très très élevée. Et c'est inhomogène, c'est-à-dire qu'il y a des endroits comme ça, ça veut dire que ce n'est pas la moyenne, mais vous voyez les différences de traitement pour le nuage de Tchernobyl, enfin, les conséquences de Tchernobyl, entre la Bretagne et les Alpes. Vous voyez que c'est inhomogène, mais qu'il y a bien des zones. Alors, quand c'est des doses qui sont en moyenne relativement faibles, on utilise le terme de rémanence, c'est-à-dire, oui, ça persiste, mais compte tenu de la définition, c'est en dessous des zones maximales, du moins pas dans les points où c'est chaud, mais disons de façon moyenne. Alors, juste un petit mot en passant pour quelque chose qui est très différent, et qui est, si vous voulez, ce qu'on appelle les irradiés, l'irradiation. Si vous voulez, en gros, la radioactivité, si vous voulez, produit d'un côté un certain nombre de rayons, qui sont en général plutôt des rayons gamma, si vous voulez, ou des particules, qui se comportent comme les rayons X quand on vous fait une radio, qui viennent de l'extérieur, c'est l'irradiation. Et d'autre part, vous avez
un autre élément qui est caractéristique des produits radioactifs, c'est qu'on peut en effet les avaler, etc. Alors là, dans le cas particulier, ce sont des études qui portent que sur les radiations externes, y compris pour des gens qui en réalité sont aussi contaminés, mais on ne l'a pas mesuré dans les enquêtes en question. Alors c'est juste pour vous rappeler que, par exemple, on a eu une grosse étude qui a été faite, la première, en 1998 au Canada, et donc qui montrait non seulement ce qui était attendu, un nombre de leucémies et de cancers plus élevé que la population, ça c'est d'accord, mais qui montrait aussi une augmentation des maladies cardiovasculaires non radioactives. Vous avez une grande étude, qui est l'étude INWORK, qui a été faite sur 3 pays, l'Amérique, l'Angleterre et la France, pour les leucémies et lymphomes, et dans laquelle, si vous voulez, on a un excès évident de leucémie, ça on s'y attendait, mais tout particulièrement de la leucémie myeloïde chronique, qui est, si vous voulez, qui apparaît avec des doses très très faibles. C'est-à-dire que ça varie autour de 1-2 millisieverts, c'est-à-dire des choses, c'est ce qu'on appelle les très très petites doses. Alors vous avez d'autre part la dernière étude qui est de 2017, qui vient d'être publiée, qui porte sur les travailleurs exposés en France, c'est-à-dire CEA, Areva et EDF, et dans laquelle, si vous voulez, tout le problème de cette étude, c'est que, bon, elle a une dose moyenne qui est pas loin de 20 millisieverts, comme vous voyez, mais tout le problème de cette étude, c'est qu'elle ne comprend pas, en particulier, les travailleurs de maintenance. Or, actuellement, les plus irradiés dans les centrales, c'est les travailleurs de maintenance. Pourquoi ils ont été exclus? C'est pas parce qu'ils sont des pieds, non, c'est simplement parce que le suivi, si vous voulez, n'est pas aussi rigoureux que pour les titulaires. C'est bien connu que les intermittents, les gens extérieurs, les CDD n'ont pas le même statut que les autres qui sont titulaires et suivis régulièrement. Donc c'est une des raisons, et dans laquelle ils ont ressorti un certain nombre d'éléments, en particulier une fréquence élevée des cancers pleuraux, des mélanomes. Tout le problème, c'est qu'il n'y a aucune prise en cause de la radiocontamination. Or, moi, ce que je veux vous parler, c'est surtout de ça. Et dans lequel, si vous voulez, simplement, comme on va utiliser plusieurs fois le terme, permettez-moi de rappeler, beaucoup de gens le savent déjà, que dans la santé publique, il y a un élément important qui est l'épidémiologie, c'est-à-dire d'étudier ce qui se passe pour des populations entières. Traditionnellement, qu'est-ce qu'on fait? On prend pour un toxique donné une population qui est susceptible d'être très exposée à ce toxique, et on va la comparer avec une population qui n'a pas eu ce toxique. Au départ, ça paraît simple, mais en réalité, il y a plein de biais, parce que quand vous prenez les deux populations, il y a toujours des gens qui passent en dessous de la barrière, ceux qui sont venus, qui sont partis, ceux qui sont partis, qui sont revenus, donc c'est un peu difficile, mais néanmoins, le premier élément, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le risque relatif. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'on dit, on prend la population, par exemple, autour de Tchernobyl, puisqu'on en parle, on calcule, si vous voulez, ce qu'il aurait devenu, alors ça peut être soit la fréquence d'une maladie, soit la mortalité, enfin on a un thème, on compare avec une population qui est très loin de cet endroit-là, et donc on a un risque relatif, qui est calculé en pourcentage. On dit que dans cette population, il y a 110, 120, 130%, etc. Mais très vite, on s'est aperçu que ça ne parlait pas beaucoup, parce que ça restait abstrait, si vous voulez. Donc on a eu la deuxième idée, qu'on appelle l'excès de risque relatif. Et qu'est-ce que c'est que l'excès de risque relatif, si vous voulez? C'est quelque chose dans laquelle vous allez déterminer un index qui répond à la question simple qu'on est obligé de faire dans les anciennes revues, si vous voulez, qui était quel est le pourcentage dans la population que vous êtes en train d'étudier par rapport au pourcentage d'une population témoin. Et à ce moment-là, ça se réduit à ceci, tout ce qui est en dessous de 1 fait que dans la population concernée, il y a moins de risques que dans la population générale, et tout ce qui est au-dessus de 1, 100%, il y a plus de risques dans la population que vous étudiez que l'autre. Donc ça, c'est des simples marqueurs, si vous voulez, en épidémiologie. Alors, si vous voulez, en réalité, quelles que soient les circonstances, et même quel que soit le suivi de cette circonstance, il y a toujours de l'irradiation externe
et de la radiocontamination. Alors, c'est mélangé, mais pour des raisons pédagogiques, je vais artificiellement les séparer pour se faire mieux comprendre. Et si vous voulez, la grande différence, c'est que quand on étudie la radiocontamination, c'est-à-dire ce qui vous rentre à l'intérieur, vous êtes obligé non seulement de savoir les portes d'entrée, par où ça rentre, en respirant, en buvant, en mangeant ou sur la peau, mais vous êtes aussi obligé de prendre tout ce qui est vivant, tout ce qui s'est passé dans le vivant pour en arriver là. C'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de plantes il n'y a pas une étiquette marquée sur un produit qui est radioactif. Si par exemple vous avez, mettons, de l'iode, qu'il soit de l'iode normal ou de l'iode radioactif, le corps, lui, ne sait pas faire la différence. Et donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, il faut après voir d'où il sort, comment il a été entretenu, etc. Pareil pour un tas de produits. Et donc, on est obligé d'étudier les plantes, les animaux, le suivi, si vous voulez, entre le moment où ça s'est déposé sur le sol et ce que c'est devenu, pourquoi il y a des plantes qui les concentrent plus que d'autres, quels sont les phénomènes écologiques qui expliquent ces situations-là, qu'est-ce que les champignons viennent faire dans cette affaire, pourquoi les sangliers sont mal vus du point de vue de la radioactivité. Tout ça, si vous voulez, rentre dans la même étude. C'est ça l'idée. Alors, si vous voulez, l'autre élément que je voulais prévenir, c'est que on va prendre ici l'exemple d'un accident nucléaire, quel qu'il soit, peu importe, et qui se déroule, si vous voulez, en 3 phases. Simplement, si vous me le permettez, je ne parlerai que des conséquences sur la santé. Ça ne veut pas dire que le reste est négligeable. Si on prend par exemple, si vous voulez, le premier bombardement d'Hiroshima et Nagasaki, il y a un tas de gens qui sont morts à cause de l'effet de soufre, à cause de la chaleur, des brûlures, etc. C'est vrai. Et donc, on les prend en compte. Mais là, dans le cas particulier, même dans des accidents où il y a d'autres effets, ce n'est pas négligeable. Mais nous, on va se contenter uniquement, pour la clarté de l'exposition, de parler de la santé. Alors, vous avez une phase aiguë, si vous voulez, qui est en principe, quand un accident de ce type a lieu, qui est géré par l'État. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, en France, le pouvoir est donné au préfet. Quand il y a un accident, c'est lui qui gère cette phase aiguë. Puis vous avez une deuxième phase après, dite post-accidentelle, c'est-à-dire c'est dans la situation dans laquelle on a colmaté la brèche. Ce n'est pas toujours vrai dans tous les cas, mais quand on a pu colmater les brèches, vous avez une phase dite post-accidentelle, et dans laquelle, dans notre pays, existe depuis très récemment, le dernier décret c'est 2016, vous voyez que c'est récent, ce qu'on appelle le plan particulier d'intervention, on en reparlera. Et puis le dernier élément, c'est la phase chronique, résiduelle, une fois que tout est passé, c'est-à-dire ce qui reste dans l'écosystème, et donc c'est ça, les zones radiocontaminées chroniques, et c'est ça, si vous voulez, l'impact sur la santé des gens qui y résident. Alors, la phase critique, là j'ai pris comme exemple Fukushima, mais il y en a d'autres. Si vous voulez, au moment de l'accident, qui c'est qui est en première ligne? C'est des gens qui sont directement au lieu de l'accident. Ça n'est pas pareil pour les armes nucléaires, parce que les armes nucléaires, si vous voulez, l'épicentre fait que pratiquement vous avez une vaste zone où les gens sont en première ligne. Mais dans les accidents civils, si vous voulez, au moment de l'accident, c'est ce qu'on appelle, ce que les Russes ont appelé les liquidateurs, c'est-à-dire les gens, soit qui sont sur place, soit qui viennent au secours, et qui sont les premiers touchés, et dans laquelle on a vu apparaître, mais c'est vieux depuis déjà d'autres accidents, une importance de ce qu'on appelle la maladie des rayons aigus. C'est-à-dire ce sont des gens qui vont être irradiés à des doses très élevées, et dans laquelle ils vont avoir effectivement une maladie des rayons qui est assez souvent mortelle, immédiatement. Et puis, si vous voulez, le problème, c'est que ça, personne ne peut le nier, puisque ça, ils étaient sur place, ils ont tous les signes de la maladie des rayons et ils décèdent, et donc c'est les seuls décès que l'agence de Vienne retient. Bon, c'est un vrai problème,
Alors vous avez ici l'exemple du démarrage du panache à Fukushima, et dans laquelle il y avait, dans cette centrale, des travailleurs qui ont été tout à fait dans cette situation-là. Alors, la phase accidentelle, si vous voulez, a été longuement remaniée. Et les raisons pour lesquelles elle a été remaniée, c'est parce que on avait comme modèle uniquement Hiroshima et Nagasaki, qui est un modèle circulaire, dans lequel vous avez pas la bombe qui est tombée là, puis après vous avez les destructions, etc., et les contaminations et radiations en cercle, vous savez, concentriques. Mais on s'est vite aperçu au cours des autres accidents, qu'ils soient civils ou militaires, mais d'importance moindre, que c'est pas comme ça que ça se passe. L'intervention du vent est immédiate, et en réalité, il se forment des panaches, c'est-à-dire des endroits dans lesquels le produit radioactif va se promener, poussé par le vent, si vous voulez. Et donc, ce qui compte, c'est d'avoir, à chaque fois, parce que, évidemment, le vent change, la vérité en dose réelle de ce panache, si vous voulez, qui va partir. Et donc, prenons l'exemple de Tchernobyl, il y a eu 4 panaches qui sont sortis, si vous voulez, et qui ont atteint toute l'Europe. Bien. Cette idée de panache fait que ça implique que si on veut faire un plan particulier pour aller vers les populations, on le fasse en dose réelle et pas en dose supposée théorique. Et donc, si vous voulez, le panache est constitué à partir des doses réelles. Deuxième idée, c'est l'idée que dans ce panache-là, si vous voulez, on peut distinguer 3 zones. Une zone dans laquelle, le plus souvent, c'est là où la radioactivité est la plus élevée, et dans laquelle la solution qui est proposée, c'est d'emmener les gens, de les emmener plus loin. Puis vous avez une deuxième zone qui s'appelle la zone de protection, et dans laquelle l'objectif est de dire surtout restez chez vous, c'est-à-dire se calfeutrer en attendant que le panache passe. Et puis vous avez un 13e plan, qui s'appelle le plan de surveillance, c'est-à-dire une population qui est dans le panache, mais relativement éloignée, et dans laquelle on va vérifier, si vous voulez, ce qui fait qu'éventuellement ils vont se retrouver dans la catégorie 2 ou 1, ou bien au contraire rester dans la 3, vous voyez, de trier un petit peu les haricots. Et donc, si vous voulez, tout le problème, c'est que ce type de plan, si vous voulez, a été appliqué pour la première fois à Fukushima, et ce que l'expérience nous a appris, c'est que c'est le plan lui-même qui a représenté une cause de mortalité. On va y revenir. Alors, revenons dans les phases. Donc, si vous voulez, quand on fait le recul, si vous voulez, sur cette phase aiguë, indiscutablement, ce qui l'emporte, c'est l'irradiation. Et la partie contamination existe, mais c'est ce qui est le plus important, et dans laquelle, si vous voulez, c'est pour ça que vous avez parmi ce qu'on appelle les liquidateurs, mais aussi dans la partie de la population qui est juste là, au moment des premiers effets, le démarrage des maladies radio-induites. Quelle est la différence avec les maladies des rayons dont j'ai parlé tout à l'heure? C'est que ce sont des maladies qui vont se développer au cours du temps après l'accident, sur laquelle on va revenir. Alors, pratiquement dans cette phase-là, tous les accidents qu'on appelle de niveau moyen, le niveau moyen c'est Fukushima et Tchernobyl, ou bien l'accident en Angleterre à Windscale, ou Three Mile Island aux États-Unis, enfin, ce type d'accident, eh ben, dans les faits, le même phénomène se reproduit, c'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes conséquences dans toutes ces situations. La seule chose qui est nouveau au niveau de la santé, c'est que ce qui était, moi j'ai enseigné ça pendant 30 ans à mes étudiants à la fac de médecine, c'était de leur dire « nous ne sommes pas égaux devant les rayons ». Bon, c'était une phrase qui faisait bien comme ça, mais il n'y avait pas la preuve. Bon, c'était l'expérience en disant « tiens, parce que en radiothérapie, il y en a qui supportaient plus ou moins les doses », mais c'était un mot. On sait maintenant, et c'est ça les avancées dans le domaine de la santé, qu'il existe dans la population des groupes qui sont naturellement plus radiosensibles que d'autres. Et les derniers travaux du CNRS l'évoluent à 15% des pathologies, des situations.
Donc, ça veut dire que autant dans la tradition de la radioprotection, il y avait la question, si vous voulez, des enfants, en particulier des petits-enfants, des femmes enceintes, des situations de maladie chronique, c'était classique. On est obligé d'ajouter quelque chose dont on a simplement le contour uniquement biologique aujourd'hui, qui est cette particulière radiosensibilité qui existe, si vous voulez, dans la population générale. Bon, ça, c'est le panache de Tchernobyl. Alors, le deuxième effet, si vous voulez, cette fois-ci, on est bien dans le domaine de la radioactivité, des produits radioactifs, c'est quel type de radiocontamination tout le long du panache. Alors, si vous voulez, le problème important, c'est qu'au moment de l'accident, ou tout de suite après, dans la période post-accidentelle, l'élément central, c'est que ce sont des produits radioactifs à vie courte qui sont les plus importants. Et à vie courte, ça peut être quelques heures, quelques minutes, quelques heures, ou quelques jours. Bon. Alors, si on prend, par exemple, ce qui est emblématique, que tout le monde connaît, et tout le monde croit que la contamination, c'est que ça, c'est-à-dire l'iode radioactif, hein, qui est vraiment une grande vedette, alors qu'en réalité, ça n'est qu'une toute petite partie de la question de la radiocontamination, je ferme la parenthèse. Eh bien, si vous voulez, en effet, c'est parce que cette pollution à l'iode 131 a entraîné, et c'est la grande découverte en santé publique après Tchernobyl, une augmentation indiscutable de la pathologie thyroïdienne du jeune enfant et jusqu'à l'adolescent, mais surtout la première et deuxième enfance, et dans laquelle cette augmentation, elle est constante, comme vous voyez, au cours du temps. C'est-à-dire qu'on a une situation dans laquelle, très tôt, on a pu voir apparaître ces cancers de la thyroïde dans la région d'Ukraine et Biélorussie, et qu'au fur du temps, ça, si vous voulez continuer, le nombre de découvertes de cancers de la thyroïde n'a été qu'en augmentant. Cette situation-là, particulière, si vous voulez, est importante parce qu'elle permet de détacher la notion produit radioactif à vie courte. Alors quand on dit à vie courte, c'est qu'il n'y en a pas pour longtemps, et puis après on est... Ce qui sur une période de temps est vrai, par exemple pour l'iode 131, la demi-vie, si vous voulez, à peu près de 8 jours. Bon. Soyons larges, disons qu'au bout de 80 jours, il reste pratiquement plus grand-chose. Et bien là, vous voyez que 30 ans après, les effets ils continuent. Donc vous voyez, cette notion-là, particulière, si vous voulez, est un apport important en santé publique. Alors, j'en arrive à ce que je vous avais dit tout à l'heure, qui est que on a là une région, pas théorique, réelle, dans laquelle on a appliqué le plan particulier d'intervention. Et dans laquelle, si vous voulez, la situation réelle a été la suivante. Je vous avais vu tout à l'heure un découpage qui était vraiment parfait. Vous voyez, il y avait la zone où on évacuait les gens, il y avait la zone où ils étaient confinés, la zone où ils étaient surveillés. C'est comme dans un livre. La réalité, c'est que dès qu'il y a eu l'accident, et malgré le tsunami qui a eu lieu avant, les médecins et les infirmières, c'est de prendre leur voiture et se tirer. Les hôpitaux, pareil, vidés. Boum. Et donc, à ce moment-là, deuxième élément, dire, bon, on applique le plan. Alors, à ce moment-là, dans la zone d'évacuation, bon, alors là, tout le monde a été évacué en même temps, mais dans la zone confinée, c'est-à-dire on a dit, restez chez vous, ne bougez pas, et bien dans cette zone confinée, c'est valable pour tout le monde. Et en particulier les médecins qui avaient en charge des gens qui avaient des maladies qui n'ont rien à voir avec la radioactivité, ne pouvaient plus aller les soigner. Et les gens qui étaient chez eux, c'est pour peu qu'ils avaient un stock de médicaments insuffisant, n'avaient plus de traitement. Et le résultat des courses, si vous voulez, c'est que c'est le premier cas dans lequel le gouvernement japonais a prévu une indemnisation pour les gens qui ont été victimes de l'application du plan qui était censé les protéger. Mais je vous signale qu'en septembre 2015, les décès imputés seulement au plan étaient de 1867. C'est-à-dire que c'est uniquement par faute de soins.
Vous voyez que là, on introduit une dimension nouvelle, particulière, qu'on est bien obligé de prendre en charge. Alors, le deuxième élément, si vous voulez, c'est que ces plans n'ont fait qu'évoluer, c'est normal, parce qu'on apprend, si vous voulez, au fur et à mesure. Et dans ces plans-là, tout de suite, on a compris qu'il y avait un problème médical pour les zones, si vous voulez, immédiatement très contaminées. Mais si ça n'est pas préparé à l'avance, ça n'a pas lieu. Et donc, si vous voulez, c'est le problème central dans cette affaire, c'est que toute préparation antérieure est absolument nécessaire pour que, au mieux, on puisse au moins protéger la population du manque de soins. Donc, si vous voulez, ça c'est un élément, si vous voulez, qui est important dans l'état actuel, et dans laquel, si vous voulez, bien sûr, l'impact sur la santé est immédiat. Là-dessus, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de machin. C'est quelqu'un qui a une maladie évolutive et qui n'a plus de traitement, ça ne finit pas très bien pour lui en général. Il reste les prières, mais ça nous débat. Alors, maintenant, on en arrive au sujet, qui est de dire, bon, on a passé cette période dramatique. On est 1 an, 2 ans, 6 ans, 30 ans, 60 ans après, qu'est-ce qui se passe? Alors, la première chose, c'est qu'à ce moment-là, les contaminations ne sont plus les produits radioactifs à vie courte, mais au contraire, les produits radioactifs qui ont une vie longue, voire très longue. Et c'est pour ça que, si vous voulez, qu'il y a surtout le plutonium, le strontium, et il y a le césium. Le césium a à peu près 30 ans de demi-vie. Le césium étant un produit très très pratique et très agréable parce qu'il est facile à doser, facile à repérer, n'importe qui peut le faire avec une petite machine de rien du tout. Et donc il y a une vedette, une mise en avant du césium formidable, au point qu'un certain nombre de gens de bonne foi croient que la radiocontamination c'est que le césium. Eh bien vous allez voir que c'est pas du tout ça, mais passons là-dessus. Et si vous voulez, à cette phase-là, l'irradiation externe est très mineure, puisque si vous voulez, les sources de grand rayonnement ont quasiment disparu. Donc pour l'essentiel, c'est des contaminations avec les portes d'entrée que j'ai dit tout à l'heure, précédemment, et si vous voulez, vous allez avoir un recul considérable. Si vous voulez, en moyenne, c'est de l'ordre de 30 ans, et voilà une région qui est située en Sibérie, dans laquelle il y a eu un grand accident militaire dans une ville interdite qui s'appelle Mayak, et un panache qui est parti le long d'une rivière qui s'appelle la rivière Tesha. Eh bien, c'était en 57, et c'est toujours contaminé aujourd'hui. Vous voyez les différences de temps. On était tout à l'heure dans la question de quelques jours, quelques semaines au moment de l'accident, et là on est en termes de 3e, voire 4e génération. Alors, on va prendre quelques cas au passage pour que vous voyez la diversité des situations. Alors voilà, pour le premier cas, si vous voulez, c'est dans le Kazakhstan, dans un endroit qui s'appelle Semipalatinsk, qui est, vous voyez, à la frontière de la Sibérie. Et dans cet endroit-là, si vous voulez, il y a eu 470 essais nucléaires aériens, et puis, et ensuite, un nombre non négligeable de souterrains après 89. C'est la grande zone d'essai. Il y en a eu 2 d'essais en Union soviétique, celle-là et puis une autre qui est vers la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire dans l'océan Arctique. Mais là, vous avez une pollution très importante. Et il y a une population qui vit dans cette zone, autour du polygone, qui est de l'ordre de 1 500 000 personnes, qui sont des nomades sédentarisés, et personne n'a pu les évacuer. Et donc ils vivent là, et donc ils sont contaminés de père en fils, quoi qu'il arrive, etc. Et donc on est actuellement, quand on étudie le phénomène, on a 3 générations pleines et une 4e qui est en route. Alors, si vous voulez, là, qu'est-ce que c'est qu'ils sont contaminés avec quoi? Ils sont contaminés avec du plutonium, avec de l'américium et de l'europium, qui sont des isotopes radioactifs à vie lourde et même émetteurs de neutrons, du césium et du strontium, mais en particulier le strontium, qui est autrement plus toxique que le césium, et pratiquement pas d'iode.
Parce que, si vous voulez, on est trop loin par rapport au phénomène premier. Alors, quels sont les effets, si vous voulez, sur la santé publique dans cette région-là? Vous voyez, très très loin après le phénomène. Bah, si vous voulez, vous avez des pathologies à laquelle on s'attendait. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un excès de cancer du poumon, du sein, de l'estomac, de la peau, en particulier, on s'était étudié en 2014, et avec peut-être un classement différent selon les régions, mais en gros, on retrouve un peu la même chose. Par contre, en ce qui concerne le Kazakhstan, on a eu deux pathologies inattendues, enfin, non prévues. Bon, la première, à laquelle je ne sais pas pourquoi, et quand je lis la littérature, j'ai l'impression que je ne suis pas le seul à ne pas savoir, c'est l'alopécie. Alors, c'est pas l'alopécie, ça va, à mon âge, comme dirait l'autre, moi j'ai commencé tôt, mais tout de même, bon, c'est avant 20 ans. C'est pas une alopécie, voilà, ils perdent leurs cheveux avant 20 ans. Alors, pourquoi, j'en sais rien. Alors, c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup de soleil, voilà le critère d'un des essais, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est super réchauffé, quoi. On ne peut pas exagérer non plus, quoi. Donc c'est pas ça, mais on ne sait pas. Deuxième chose, par contre, qu'on retrouve dans bien d'autres cas, c'est l'excès de maladies cardiovasculaires, absolument pas, si vous voulez, qui était en dehors des canons traditionnels des maladies dites radio-induites. Alors, on y reviendra, mais on le retrouve aussi chez les travailleurs exposés. Donc il y a là un problème particulier sur lequel on a, nous, indirectement dans mon labo, travaillé un peu au travers de ce qu'on appelle le stress oxydatif, qu'ils appellent les radicaux libres. Bon. Un autre problème aussi dans cette région, on ne relève pas d'augmentation de cancer de la thyroïde. Alors, ce qui est vrai, c'est que peut-être qu'on n'a pas été les chercher non plus. Mais en tout cas, il faut le dire, on n'en relève pas. Et deuxième élément, il ne faut pas croire que la situation, c'est un long fleuve tranquille. Il ne faut pas croire que cette zone radiocontaminée chronique, elle est toujours contaminée de façon égale, vous voyez, éteinte, pas du tout. Non seulement c'est complètement hétérogène, mais de temps en temps, et ça a été le cas en particulier en 1953, vous avez de fortes pluies, et dans laquelle vous avez d'un seul coup des doses importantes qui vous descendent du coin de la figure. Et parce que ça bouge, ça remue, etc. Le deuxième élément aussi de modification, qui a été très très bien étudié autour de Tchernobyl, c'est le fait que dans les zones interdites, puisqu'il y a des zones qui sont interdites après des accidents de ce type, eh bien, la forêt pousse, etc., bon bien, et donc il y a des incendies non maîtrisés. Et ces incendies envoient de façon, il y a une des revues dans laquelle on explique tout ça, qui envoie de façon, si vous voulez, par bouffée, des éléments radioactifs qui étaient dans l'écorce des arbres, surtout dans ce qui est tombé au sol, dans l'humus, si vous voulez, et dans laquelle vous avez une réactivation de la contamination qui vient des zones interdites. Alors, quelles leçons on peut tirer déjà de cette zone-là? Alors, si vous voulez, manifestement, on est bien là dans la santé publique. L'aspect principal, c'est l'environnement. C'est-à-dire comment les gens vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, quelle est leur boisson, et comment ils trient les aliments. Vous avez un autre point, si vous voulez, avec des points similaires et différents selon les accidents et là où ils ont eu lieu, mais comme là on a pu étudier presque 4 générations, on a aussi mis au point un stigmate biologique. C'est-à-dire que, je reviendrai pour vous expliquer ce que c'est, mais si vous voulez, vous avez 30% de la population qui porte un signe biologique différent de la population témoin et qui vient de ça, et dans lequel, si vous voulez, ça s'appelle les EBR 1, 2, 3, enfin je passe sur les détails, ce sont des éléments dans lesquels il y a une anomalie qui est qu'un certain nombre de gènes qui sont dormants chez nous sont activés chez eux. Et donc on a pu étudier ça selon les générations, et dans laquelle ce qu'on cherchait là-dedans,
c'était un argument pour dire si c'était héréditaire ou pas. Le problème, c'est qu'en faisant ces études, on a un pic indiscutable. L'accident a eu lieu les essais ont commencé, si vous voulez, en 47-48 à peu près, même un peu avant. On a un pic dans les années 60 qui est indiscutable, vraiment, on monte, et puis après, ça descend. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des générations, le stigmate a tendance à disparaître. Alors oui, bien sûr, si vous voulez, il faut, pour revenir en France, en dehors des zones contaminées sur le sol, on en a un certain nombre ici en France, il ne faut pas oublier non plus qu'on en a créé aussi en Polynésie, au Sahara. Alors voilà le deuxième cas que vous connaissez tous, qui est Tchernobyl, que je vous rappelle ici. Donc vous avez, ça a eu lieu en 86, et donc vous avez là une situation dans laquelle le choix qui a été fait n'est pas le PPI. On a choisi d'évacuer toute la population. Alors il y en a qui ont refusé de partir, mais c'est ça le choix. C'est un choix tout à fait différent. C'est-à-dire qu'on les a emmenés loin de là. Ça, c'est le premier choix qui est différent. Et deuxièmement, il y a eu une montée venant de toute l'Union soviétique d'un nombre considérable de gens qu'on appelle les liquidateurs, qui sont venus pour essayer de colmater la brèche après l'explosion de Tchernobyl. Alors, les liquidateurs, on en a discuté avec une dame qui est ici, qui s'appelle Nadejda, que Françoise connaît bien, et qui vient de cette, non pas de Tchernobyl, mais de Mayak, voilà, et dans lequel elle nous a appris que liquidateur pour les Russes, c'est pas la même notion que nous. Nous, l'idée des liquidateurs, c'est ceux qu'on a envoyés sur la centrale et qui restaient, si vous voulez, quelques minutes pour faire un geste, et puis hop, on en prenait d'autres. Vous voyez, c'est vraiment les bons. Or, en réalité, en Russie, le statut de liquidateur, c'est l'ensemble des gens qui sont venus comme volontaires, y compris les infirmières, des éducatrices, vous voyez. Bon. Donc, autrement dit, le chiffre de 600 000 liquidateurs que le ministre qu'on a été voir à Moscou m'avait donné, moi qui me paraissait énorme, en réalité, c'est parce qu'ils couvrent tout ça. C'est une population plus complexe que simplement... mais néanmoins, ceux qui sont descendus et tout, ils ont durement payé leur geste. Alors, voilà à peu près les doses moyennes qui sont reçues. Alors, principalement, si vous voulez, pour les liquidateurs, au sens large, c'est évidemment des radionucléides à vie courte. On est dans ce schéma-là au départ. Puis ensuite, si vous voulez, à ce moment-là, on a une dosimétrie biologique qui a été faite et qui montre qu'on est en moyenne entre 200 et 400 millisieverts. Je vous rappelle que pour la population dans les temps normaux, on ne doit pas dépasser 1 millisievert. Donc, et d'autre part, pour faire les mutations dont je vous ai parlé tout à l'heure, là c'est une apparition précoce, il fallait une dose, alors c'est en Gray, parce que le Gray, si vous voulez, c'est l'unité de la dose absorbée. Mais là, on ne peut pas la traduire directement en millisieverts, puisque ça s'est introduit dans le corps, la manière de doser n'est pas la même. Mais néanmoins, en première approximation, même si on le met à 1 sievert, vous voyez que c'est bien plus qu'un millisievert. Et pour les liquidateurs, en moyenne, ils ont eu 250 millisieverts. C'est-à-dire même une dose non négligeable. Ça a été publié par M. Dubrova dans une revue Science, qui est tout de même, c'est pas la Gazette des Pouilles, hein, c'est la plus grande revue scientifique. Alors, maintenant, reprenons tranquillement notre truc et voyons voir en particulier cette question du cancer de la thyroïde, dans laquelle je vous ai montré là, si vous voulez, l'exemple à Tchernobyl, des 3 régions dans lesquelles vous avez la Biélorussie, l'Ukraine et tout le monde, et dans laquelle ce qui est important, c'est voilà, et c'est cette bosse-là. Vous voyez un petit peu ici, vous voyez surtout cette bosse-là, et dans laquelle, si vous voulez, vous avez un pic de fréquence de cancer de la thyroïde de l'enfant qui est apparu à 100 km du lieu, c'est-à-dire dans une ville qui s'appelle Gomel, et qui a atteint le niveau le plus élevé.
Et donc, dans ce rôle-là, si vous voulez, forcément, il a fallu voir d'où venait, au-delà de la période aiguë, mais c'est des populations, si vous voulez, qui sont même assez éloignées, qui ont eu une retombée d'iode qui n'est a priori pas importante, mais pas aussi importante que près de Tchernobyl. C'est, si vous voulez, de voir par où c'est passé. Alors, il y a un endroit bien connu pour distribuer l'iode, c'est le lait. En particulier le lait de vache. Et c'est en effet l'alimentation des jeunes enfants de toutes ces régions, jusqu'à un âge, pas avancé d'exagérer, mais jusqu'à 5-6 ans, c'est le lait de vache. Et tout le problème du lait de vache, si vous voulez, c'est que si on faisait les calculs, si vous voulez, simplement avec la simple présence d'iode, si vous voulez, on avait des chiffres un petit peu hétérogènes. Et donc, on s'est aperçu que pour qu'il y ait un taux élevé d'iode radioactif dans le lait de vache, il fallait que, quelque part, elle ait un élément qui a poussé l'iode 131, si vous voulez, de la concentration dans la vache. Autrement dit, il fallait que l'herbe soit quelque part surcontaminée par rapport aux témoins. Eh bien, effectivement, on a trouvé que la présence des nitrates joue un rôle important parce qu'elle extrait l'iode qui a tendance à rester dans le sous-sol, à s'enfoncer, puisque c'est soluble, et le nitrate le fait remonter à la surface, puisqu'il sert un petit peu de compagnon, si vous voulez, de chélateur pour remonter vers la surface. Or, c'est pas anodin, les nitrates. Ça vous explique que les lésions majeures ont eu lieu dans une zone rurale plus que dans les villes, et à cause de cet élément-là. Alors, vous avez ensuite le problème, dans le cas particulier, que de dire, mais comment se fait-il qu'il y en ait eu autant? Alors, là intervient un deuxième élément, qui est que dans ces régions-là, qui sont les régions centrales, si vous voulez, loin de la mer, rien des produits de la mer, etc., il y a une diminution de l'iode normal, naturel, dans la population, et donc des thyroïdes qui sont avides d'iode, et dans lequel, si vous voulez, c'est un phénomène bien connu, pendant longtemps, dans mon canton d'origine, qui est le canton de Genève, les gens naissaient volontiers crétins par manque d'iode. Bon, peut-être que ça ne s'est pas tout à fait arrangé, vous verrez vous-même, mais si vous voulez, c'était bien connu. Bien là, vous avez une zone entière dans laquelle la population, les thyroïdes, ont avides d'iode. Et donc, ça n'est que des hypothèses. Bon, mais c'est intéressant de savoir que ça dépend de là où vivent les gens, rural par rural, et ça dépend aussi de la capacité de la thyroïde à réagir ou pas. Et là, manque de chance, tous les aimants étaient là pour qu'en effet, ils en aient nettement plus que d'autres. Alors, il y a aussi des effets globaux sur la santé qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les maladies radio-induites. Vous avez aussi, si vous voulez, d'autres atteintes, en particulier des systèmes immunitaires endocriniens. Si vous voulez, vous avez aussi la présence de maladies qui sont pas les cancers et pas les leucémies, comme les maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est la conclusion de l'Académie des sciences de New York en 2009. Alors, un petit mot pour que vous compreniez bien que les gens qui vivent dans ces zones contaminées chroniques changent leur mode de vie et leur alimentation. Et en particulier, si on revient sur l'exemple, si vous voulez, de la Biélorussie et de l'Ukraine, mais surtout la Biélorussie, ces gens-là qui sont évacués, mais dans des zones qui sont tout de même proches, qui sont restés autour, si vous voulez, des zones interdites, eh bien, un moyen de lutter contre la contamination, si vous voulez, c'est les conseils alimentaires. Bon, il y a un truc que vous connaissez tous, c'est de dire que dans les zones comme le Jura, il vaut mieux pas trop manger de champignons. Bon, très bien, ok. Bon. Donc, mais quand on l'étend à toute une population, crac, les champignons dehors. Mais aussi tout ce qui pousse et qui est frais. Puisque, si vous voulez, que les retombées ou les remontées du sol, c'est ceux qui sont en première ligne.
exit les aliments frais. Mais aussi les fruits des arbres, puisque vous avez dans les retombées, on l'a vu avec des incendies, bon, exit les fruits des arbres. Alors qu'est-ce qui reste? Les conserves. Et qu'est-ce qui reste? Une alimentation importée. Et comment on fait? On fait avec ce qu'il y a. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez des carences en vitamines comme il en existait au XVIIe ou XVIe siècle, puisque les gens ont sélectionné leur nourriture. Et en particulier, il y a une carence importante, c'est les folates, c'est ce qu'on appelle la vitamine B9. Et cette carence-là, si vous voulez, un collègue de Russie, il s'appelle Yuri Bondachevsky, y a pensé, et il a fait une étude, en particulier chez les enfants, en utilisant un biais, mais parce que c'est plus facile au dosage qu'on appelle l'homocystéine, mais oubliez-le, c'est pas ce qui compte, c'est l'effet sur la vitamine, si vous voulez, et dans laquelle il a montré qu'il y avait en particulier une forte augmentation de la carence en vitamine B, en particulier chez les garçons de 17 ans, entre 16 et 17 ans, c'est-à-dire des adolescents. Bon. Alors son hypothèse à lui, c'est de dire tout ça c'est de la photocésiole. C'est son droit. Bon. L'hypothèse que nous on fait, c'est plutôt que c'est lié au changement alimentaire, d'une part, et d'autre part, il se trouve que la vitamine B9 rend une sensibilité très forte à l'alcool, à l'alcoolisme, à tel point qu'il y a des publications qui montrent qu'il peut y avoir les mêmes phénomènes de carence sans passer, si vous voulez, par la sélection alimentaire. Et donc, on peut se demander s'il n'y a pas là, pour ces jeunes adolescents, uniquement les mâles, pas les filles, dans le cas particulier, s'il n'y a pas là aussi un phénomène d'alcool. Ce sont des hypothèses, mais vous voyez qu'à partir du même phénomène, comment on peut avoir des visions différentes à condition, quand il y a une hypothèse, de l'accepter, de l'étudier. C'est-à-dire pas être idéologique, pas bloqué. Bon. Et là, dans le cas particulier, la vraie conclusion actuelle, c'est qu'on est sûr que c'est un effet multifactoriel. C'est qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette situation-là. Bon, alors, le dernier cas, c'est Fukushima, si vous voulez. Et c'est exprès pour rester sur mon domaine. Vous direz aussi que je suis dans notre domaine, je ne connais pas grand-chose, enfin, dans mon domaine, qui est la santé publique. Par exemple, on a relevé une augmentation des insuffisances rénales. Ça interroge. Jusqu'à nouvel ordre, l'insuffisance rénale n'a rien à voir avec tout ça. Bon. Ça, c'est un élément. Et l'augmentation des triglycérides chez les enfants. Vous voyez, ça, c'est un fait. À partir de là, à ce moment-là, on travaille. Pourquoi il y a une augmentation de l'insuffisance rénale? Est-ce que c'est qu'il y a eu des poussées d'hypertension non contrôlées? Vous avez vu que les traitements étaient un peu abandonnés dans la zone. On n'en sait rien, mais on travaille. Et en ce qui concerne les triglycérides, est-ce que ce n'est pas le changement d'alimentation imposé aux enfants qui a conduit que? Je n'en sais rien. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme ça qu'on travaille en santé publique. Alors, il y a eu, ce qui est bien connu, une augmentation du taux d'avortement, même s'il est léger, parce que c'est un des effets qui est bien connu depuis toujours, des rayonnements externes d'irradiation, et dans laquelle vous avez effectivement des avortements qui sont liés à un excès d'irradiation. Et vous avez, d'autre part, ce qui est connu dans toutes les séries, une augmentation du taux des naissances prématurées, c'est-à-dire des naissances d'enfants dont la mère a été irradiée à ce moment-là. Alors, c'est un débat, bon maintenant je crois qu'il est un peu derrière nous, ça s'est calmé, mais à un moment donné, il y avait une grande effervescence, parce que, si vous voulez, les gens attendaient, comme à Tchernobyl, qu'il y ait une montée considérable des cancers de la thyroïde au Japon. Bon. Alors, donc, il y a eu des études de part et d'autre, compliquées. La manière de s'y prendre, si vous voulez, a été en eux-mêmes un biais. Une idée bizarre qui était qu'on comptait le nombre de nodules non cancéreux, avec l'idée que plus il y a de nodules, plus il y a de risque de cancer, alors que la réalité, c'est l'inverse. Les boîtes multinodulaires sont très rarement, ne virent très rarement au cancer de la thyroïde. Par contre, c'est le nodule udile qu'il faut surveiller de plus près. C'est celui-là qui donne les cancers papillaires. Mais peu importe.
et donc dans laquelle, si vous voulez, en dernière analyse, la dernière étude montre que contrairement à la courbe que vous avez vue de Tchernobyl, là où ça monte, ça stagne au niveau de Fukushima. Alors, si ça stagne, il faut répondre pourquoi. C'est pas là. Bon, moi, ça fait rien, moi je vais anticiper. C'est que si on prend les critères que je vous ai dit tout à l'heure pour l'iode radioactif, on retrouve là une donnée de paysans, parce qu'il y a une zone, si vous voulez, qui effectivement a été évacuée, mais qui n'est pas dominante. C'est-à-dire qu'il y a tout de même une population plus urbaine que rurale à Fukushima. Mais il y a un deuxième élément, c'est que contrairement aux zones centrales de Russie, cette zone-là est une zone dans laquelle, si vous voulez, l'alimentation, tous les apports sont très fortement chargés en iode. Hein, naturellement. C'est comme les Bretons ont plein d'iode dans leur coin. C'est près de la mer. Voilà, et donc, si vous voulez, c'est près de la mer, ils mangent les fruits de mer, ils sont dedans. Et donc, en moyenne, les thyroïdes sont moins avides que celles de Tchernobyl. Et donc, il n'y a pas de concurrence à avoir. C'est les données normales de la santé publique qui répondent à ça. Alors, je vous ai mis exprès cet élément-là pour vous rappeler que dans ce type de situation, évidemment naissent des éléments complètement différents. Les gens qui ont vécu l'accident, très souvent, à cause de l'angoisse, du stress, développent ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique. Bon, maintenant tout le monde sait ça, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a indiscutablement des effets cérébraux. Alors oui, l'irradiation plus que la contamination peut entraîner des carences cérébrales. Mais là, dans le cas particulier, je parle des populations chroniques, hein, je ne parle pas, là je sors de l'accident aigu, si vous voulez. Là, à Portuer, il faut savoir qu'un des gros problèmes des carences en vitamine B, c'est les conséquences cérébrales. Donc, il ne faut pas les oublier en route. C'est les conséquences. Si vous voulez, la carence en vitamine B entraîne des lésions cérébrales. Donc, il faut le savoir. Alors, moi, il y a un autre élément qui m'a frappé, si vous voulez, dans ces zones-là, c'est la tristesse. Alors, vous allez me dire que la santé publique s'intéresse aussi à ça. Et c'est des populations, alors en particulier en Ukraine, cette tristesse, c'est des gens qui veulent retourner chez eux et qui ne peuvent pas. Mais j'ai retrouvé la même tristesse chez des gens de Fukushima, dans laquelle ils ne veulent pas, on les pousse à rentrer et ils ne veulent pas retourner. Et au-delà, si vous voulez, de la colère, etc., il reste un fond qui est la tristesse. Et bien, ça existe. Et donc, je pense que ce n'était pas juste de ne pas en dire un mot. Qu'est-ce qu'on peut dire quoi de neuf, si vous voulez, pour ces zones-là? Pour l'irradiation externe, à mon avis, il n'y a pas des choses extraordinaires. Si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'on a découvert, si vous voulez, que le cocktail de produits radioactifs avait des effets indiscutables pour faire des cardiovasculaires, et pas seulement, si vous voulez, selon la nature du produit. Selon la nature du produit, c'est le cancer de la thyroïde de l'enfant, c'est les ostéosarcomes qui sont liés au strontium, et vous avez un isotope, un effet. Mais en réalité, vous allez voir que ce qu'on prend maintenant en charge, c'est un mélange, un cocktail, et qui est variable en fonction du temps, comme vous l'avez vu. Alors, donc, c'est pour ça que la tendance générale, c'est de faire entrer ça dans ce qu'on appelle les maladies de l'environnement. C'est-à-dire que ce sont et dans laquelle, si vous voulez, on doit faire rentrer tout, puisque brusquement ces populations ont complètement eu leur environnement bouleversé. Alors, vous avez un autre élément, si vous voulez, qui est plus nouveau, qui est que dans ces situations-là, et parce que c'est des produits radioactifs, vous avez les modifications de l'alimentation qu'il faut prendre en charge, qui sont tout de même un effet, mais c'est lui qu'il faut prendre en charge puisque ça compte énormément, puisque vous avez une carence en produits frais, et vous avez aussi la pollution de l'air, dans laquelle elle est renforcée par ce qu'on appelle les colloïdes. L'exemple typique du renforcement par les colloïdes, c'est le tritium, mais ça, on en parlera peut-être à une autre occasion. Et donc,
vous avez des facteurs qui apparaissent comme indépendants, mais qui en réalité sont liés, puisque, si vous voulez, vous avez, comment dire, ils s'encouragent les uns les autres, si je puis dire. Et dans laquelle vous verrez qu'une des réponses, c'est ce qu'on appelle le bol alimentaire, je vais y revenir, et dans laquelle toute une période, par rapport à ces zones radiocontaminées, parce qu'elles se multiplient, ne supporte plus les réponses simplistes. Il n'y a qu'à foutre le camp, il n'y a qu'à attendre, ça va se passer. Oui, c'est fini ça. Il n'existe plus personne en santé publique qui se réduit à des questionnements aussi simplistes. Et si vous voulez, on sait maintenant qu'on doit étudier ce qu'on appelle la coexposition, c'est-à-dire c'est une priorité aux faibles doses par rapport aux doses élevées, et dans laquelle on doit les prendre en charge avec un aspect non spécifique, non particulier de ces éléments. Alors comment on y arrive et qu'est-ce qu'on fait? Un aparté pour que vous compreniez un peu tout ce que je viens de dire sur l'environnement, les machins et tout. C'est d'arriver à comprendre la différence qu'il y a entre quelque chose qui est compliqué et quelque chose qui est complexe. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est plus compliqué, vous pouvez avoir par exemple une pelote où il y a des nœuds. Alors c'est compliqué parce qu'il faut prendre du temps, il faut défaire les âmes, mais on y arrive. Vous allez la retrouver, votre pelote de laine. Mais ce qui est un phénomène complexe, c'est qu'en réalité, c'était le nœud gordien, historiquement, vous n'y arrivez pas. Et vous n'y arrivez pas parce que dès que vous tirez sur un truc, ça ferme dans un autre, que les éléments sont liés aux autres. Et donc, si vous voulez, la conséquence de ça, c'est que chacun des paramètres est dépendant d'un autre. C'est-à-dire quand vous faites un truc, l'autre il bouge. Et de ce point de vue-là, ça enlève la démarche ancestrale qui était d'utiliser les facteurs isolés. Vous savez, on étudiait un truc avec un effet, et dans lequel, si vous voulez, à cause des interactions, on ne sait pas faire. Alors ça, en biologie, on connaît ça depuis longtemps. On a enseigné ça à nos étudiants depuis 40 ans. C'est pas nouveau. Alors comment on s'en sortait? Sous, si vous voulez, les colibets de nos collègues scientifiques, qui nous prenaient pour des bricoleurs en chef. Bon. On s'est dit, puisqu'on ne peut pas, on fait une boîte noire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et puis on essaie de travailler sur ce qui rentre et ce qui sort. Et donc, si vous voulez, on a fait ça en particulier pour comprendre le fonctionnement du cerveau. On ne pouvait pas faire autrement, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Bon. Vous savez qu'il y a des neurones, des machins, des trucs, mais dès qu'on touchait sur un truc, ça bougeait dans un autre, c'est pas possible. Donc on avait l'idée de la boîte noire, et beaucoup de modèles en biologie se basaient là-dessus. Et c'est là où on voit apparaître en santé publique un équivalent qui consiste à dire qu'on ne va pas étudier un produit radioactif, puis un autre isolé, mais on va essayer d'étudier ce qu'on appelle le bol alimentaire. Quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'on peut déterminer dans la population qu'on va étudier, mettons, si vous voulez, Fukushima, peu importe, on va étudier, si vous voulez, la composition moyenne de son bol alimentaire. L'élément inconnu, c'est les différents radioactifs qu'il y a dedans. Bon. Et on va la comparer avec une autre population, mais cette fois-ci avec le bol alimentaire. C'est-à-dire trouver un autre endroit où, en gros, les gens mangent la même chose. Donc ça intègre les changements alimentaires, ça intègre, vous voyez ce que je veux dire. Et donc à partir de ce moment-là, l'idée c'est de prendre une autre unité dans laquelle on accepte que dans le bol alimentaire, la partie radioactive, je veux dire, qui est dans le bol alimentaire, elle est complexe et tout, mais dans laquelle on peut essayer au moins d'étudier, de comprendre ce qui se passe. Et donc, si vous voulez, c'est ça, aujourd'hui, qui est un des moyens d'étudier les fameuses maladies de l'environnement. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Alors oui, on a autre chose, je vous en ai dit un mot en passant, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Si vous voulez, le plus important, je vais donner l'exemple pour que vous compreniez bien. On sait depuis longtemps, si vous voulez, la question centrale a été posée de ce qu'on appelait les éléments cancérigènes. Vous savez, c'est tout ça, des produits qui étaient cancérigènes, pas cancérigènes, etc. Bon. Et dans laquelle on était arrivé à des conclusions même absurdes, parce que la manière dont on étudiait l'effet cancérigène avait peu de rapport avec la réalité humaine proprement dit. Alors on a beaucoup progressé et on sait maintenant que, si vous voulez, un certain nombre de substances vont
venant de l'environnement de l'extérieur constituer des éléments qui vont pousser à la création de cancers dans le corps. Et on sait aussi, au travers de l'épigénétique, que vous avez un système qui est là pour repousser ces agressions qui viennent de l'environnement. Et comment ça se passe dans la vie quotidienne? C'est qu'il y a un équilibre entre les oncogènes qui viennent de l'extérieur et les anti-oncogènes que nos cellules fabriquent pour se défendre. Alors qu'est-ce qui se passe dans cet équilibre? Vous avez des situations dans lesquelles la montée des oncogènes est telle que les anti-oncogènes sont dépassés. Et à ce moment-là, on est parti pour les maladies radio-induites. Mais vous avez, et c'est ça qui est actuellement le summum des études, qui est de dire, oui, mais même si les oncogènes qui arrivent restent relativement constants, pas changeants, il y a des situations dans lesquelles la capacité de fabriquer des anti-oncogènes chute, pour des raisons immunologiques, pour des raisons multiples et variées, elle diminue. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, avec un agresseur qui est du même ordre que d'habitude, il y a des sujets qui vont avoir la tumeur qui va se développer parce que leur anti-oncogène a nettement baissé. Il y en a d'autres qui vont pouvoir parfaitement se défendre, et il y a même des sujets qui se défendent particulièrement, c'est-à-dire qui vraiment sont résistants, si vous voulez, à l'environnement. Et donc, c'est ça que ça veut dire. Et donc, on est sorti, c'est toujours valable d'étudier l'ADN, les lésions des gènes, etc. Ça n'efface pas ça, mais ça permet de mieux comprendre ces maladies de l'environnement. Parce que sinon, on ne comprend pas. Si vous voulez, c'est pas parce que vous avez respiré, je sais pas quoi, moi, des perturbateurs endocriniens, comme on dit là, que vous allez avoir. C'est pas ça le problème. C'est que vous avez un système biologique qui est à la charnière entre tout ce qui nous vient de l'extérieur, quelle que soit la porte d'entrée, et nos capacités à nous défendre. Alors, deuxième élément, très important, ça c'est une bataille que on a certainement menée depuis 30 ans, qui est très intéressante au niveau humain. Même si les gens avaient progressé sur une cause, un effet. Vous avez, je ne sais pas moi, pris de l'arsenic, c'est pas bon pour votre santé. D'accord, ok. On était arrivé à dire, bon, mais si par exemple, on prend à la fois de l'arsenic et on a sa belle-mère qui vous visite, deux toxiques en même temps. Alors on disait, ça s'additionne. Ah bon? Alors à ce moment-là, on dit, mais alors si ça s'additionne, à ce moment-là, c'est bon, c'est possible, donc on les étudie toujours un par un pour faire un truc. Alors on va voir si ça marche. Eh bien la réponse est que ça ne marche pas. Alors première idée, si vous voulez, on est parti des polluants chimiques. Et ça c'est très intéressant parce que, si vous voulez, s'il y a dans ce qui nous vient de l'environnement, et en particulier dans nos sociétés actuelles, la présence de produits chimiques nombreux et variés, c'est bien là. Et donc on a eu l'idée de prendre 19 produits chimiques différents, à des doses très très inférieures à l'effet toxique, et on les a mis ensemble. L'idée étant que si c'était additionné, à partir de 19, on devait avoir un effet qui était relativement, puisque c'était 20 ou 100 fois en dessous de la dose toxique. Bon. Donc on ne devait avoir aucun effet. Eh bien il y en a. Ça veut dire que ce n'est pas une addition, c'est que il y a une, si vous voulez, une promotion, ils s'entraînent les uns les autres pour faire plus mal encore que s'ils étaient tout seuls. Alors, deuxième idée, c'est de dire, bon, mais si c'est un polluant chimique d'un côté et un polluant radiologique, c'est-à-dire radioactif de l'autre, est-ce que cette loi peut s'appliquer? Alors, première étape, si vous voulez, c'est l'histoire des nitrates, dans laquelle on a pris une population non rurale et dans laquelle le taux de nitrate est très faible, et une population rurale, et on s'est aperçu dans les zones qui sont des zones contaminées, qu'il y avait une augmentation des cancers de la thyroïde, ceux qui avalaient en plus, qui avaient en plus du nitrate. Troisième idée, c'était de dire, bon, est-ce que pour les radionucléides, ça marche? Et c'est ça le débat qu'on a depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on leur explique qu'il y a un effet de promotion, et que ce n'est pas une addition. Mais on n'en avait pas la preuve. Et là, à partir de ce moment-là, la dernière étude qui date de 2017, qui vient de paraître d'ailleurs,
a eu une idée qui est très bonne, c'est de dire comment on peut s'en sortir. On va prendre un modèle expérimental, et dans laquelle, si vous voulez, on va introduire 1, 2, 3 X radionucléides. Et on va avoir un certain nombre d'effets. Et puis, on va aller ensuite aux données de l'épidémiologie pour voir qu'est-ce qui se passe chez les êtres humains. C'est pas pareil. Eh bien, si c'est pas pareil, il faut répondre à ça. Ça veut dire que quelque part, pour les hommes, la multi-exposition joue un rôle. Alors, on n'en est qu'au début, si vous voulez, mais c'est un changement considérable dans la pensée des choses. C'est-à-dire que l'ancienne idée qui est qu'on pouvait, comme ça, un par un, tout est en train de s'estomper, c'est très difficile, si vous voulez, et dans laquelle il faut rechercher à chaque fois un moyen de se sortir de cette situation. D'où l'idée, et j'y reviens encore parce que c'est récent et que ça me passionne, mais je m'en excuse, mais tout de même, c'est l'idée du bol alimentaire, par exemple, pour le cas de l'alimentation. Il faudra qu'on trouve la même chose pour la boisson, on va le faire, vous voyez. C'est ça l'idée, c'est de se sortir de ces aspects-là dans lesquels on ne peut pas dire qu'un truc un par un, ça fait le tout. Ça n'a rien à voir. Si vous voulez, qu'est-ce que les médecins viennent faire dans cette galère? Bah, si vous voulez, il nous semble que la première des choses, autant que faire se peut, c'est qu'on n'est pas dans notre coin, dans notre côté, pour essayer de réfléchir, de trouver, même provisoirement, des solutions aux problèmes. Il nous semble que c'est normal de partager avec tout le monde. Voilà. Parce que, comme dirait l'autre, l'intelligence de tout le monde est forcément supérieure à l'intelligence de quelques-uns. Enfin, il y en a qui pensent le contraire, mais passons. Restons là. Deuxièmement, tout part de notre idée qui est il faut prévenir. Et si bien il y a bien un domaine dans lequel la prévention a un sens, c'est celui-là. Puisque, y compris dans toutes les maladies de l'environnement, la voie première, c'est la prévention. Et troisièmement, si vous voulez, c'est un point de vue un peu plus particulier, c'est que nous on pense qu'il faut se sortir de l'ère du nucléaire. C'est notre point de vue, pour 1000 raisons, dont celle de santé que je parle. Mais on pense que pour avancer, c'est comme en médecine, il faut qu'on ait des objectifs possibles. Ça n'empêche pas d'avoir une vision générale. Bien sûr, la vision générale, c'est d'éradiquer le sida. Bien sûr qu'on l'a. Mais on sait que pour y arriver, eh ben, on passe par différentes études, la prévention, les traitements, l'amélioration des traitements, isoler des zones géographiques dans lesquelles ça ne marche pas, voir par exemple que l'éducation à l'école est presque plus importante que le préservatif, un tas de choses comme ça. Ça veut dire qu'à chaque fois, c'est des objectifs possibles, atteignables. Et donc ça, c'est notre point de vue, bon, on en discutera, et si vous voulez, même si on est né à partir du refus de l'arme nucléaire, bon, c'est au départ, on est aussi, en tant que médecin, en première ligne contre la toxicité des déchets nucléaires. Et si on est un pays qui en fabrique un sacré paquet, c'est bien celui-là. Alors, vous avez tous dans la tête, et c'est juste, le monceau des déchets nucléaires civils. Et en général, vous oubliez les déchets nucléaires militaires. Alors, je voudrais juste vous signaler en passant que la plus grosse déchetterie européenne nucléaire qui est en train de se construire en France, c'est dans le port de Cherbourg, à cause de l'accumulation des sous-marins nucléaires qui sont en train d'être renouvelés. Et dans laquelle on va arriver à une quantité de 15 sous-marins non démantelés et qui vont représenter, déjà maintenant, la déchetterie de Cherbourg dépasse toutes les déchetteries, une à une, des civils. Mais là, elle va dépasser la totalité des déchetteries civiles uniquement à Cherbourg. C'est pour vous dire que ce n'est pas si simple que ça. Alors, là aussi, c'est pour terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Bon, les sous-marins, si vous voulez, vous n'allez pas les découper en morceaux, vous en distribuez chacun un petit bout. Bon. Et donc, l'idée, c'est pareil, c'est de dire, dans cette affaire-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour fermer le robinet? Eh bien, un des éléments qu'on a fait, qui s'éloigne de ce que je vous ai dit, mais c'est pour vous donner un exemple, c'est que l'ONU a voté
Et maintenant, ça y est, il est signé, un traité d'interdiction des armes nucléaires. Est-ce que ça va faire disparaître les nôtres? Non, pas tout de suite. La France ne le signera pas, d'accord. Mais au moins, on ouvre une voie possible, atteignable, dans laquelle on a des chances de progresser, dans laquelle on pourra se retourner contre nos propres gouvernants pour dire vous êtes en train de sortir de la loi internationale. Voilà, des outils en plus. Alors tout ça n'est pas très glorieux, je le reconnais, ça ne fait pas bon, mais qu'est-ce que vous voulez, les médecins sont comme tout le monde. Il y a des escrocs, des mal foutus, des gens moyens, des gens bien, des gens comme tout le monde. Et ils ont une différence, en particulier avec les politiciens. C'est qu'eux, ils sont là pour accueillir toute la misère du monde. Eh bien, croyez-moi, c'est pas rigolo tous les matins. Je vous remercie.